Bonsoir à tous, bienvenue dans Audition publique sur les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat. Il y a comme un changement d'ambiance ces derniers jours. Le président Macron s'adresse aux Français demain soir à 20h comme il ne l'avait pas fait depuis le 12 juillet dernier. Du coup, record de vaccination pour la 3e dose, ça rappelle quelque chose. Mais le président parlerait aussi demain pouvoir d'achat, réforme, situation internationale. Est-il tenté de vouloir reprendre la main sur un débat politique pré-présidentiel un peu décousu, insaisissable? Bonsoir Arnaud Montebourg. Bonsoir Madame Martichoux. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir donc pour une heure d'émission. Vous êtes un candidat à l'Élysée, vous parlez haut et fort, vous avez un discours, j'allais dire intéressant, c'est pas un jugement de valeur de ma part, c'est que souvent, c'est vrai, vous posez des débats et des débats de fond. Hier, vous y êtes allé peut-être un peu fort. On va revenir tout de suite sur cette proposition qui a créé un tollé, notamment à gauche, et des saluts à l'extrême droite. Proposition formulée dans le grand jury LCI RTL Le Figaro. Je la rappelle, si vous voulez bien, quelques instants. Vous avez dit, texto, je suis décidé à taper au portefeuille. Vous parliez des expulsions des 100 000 personnes clandestines faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Vous regrettez qu'elles ne soient pas exécutées. Et vous disiez, il faut bloquer les transferts tant qu'il n'y a pas d'accord de coopération. Nous bloquons, je vous cite, nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accord de coopération. Est-ce que vous assumez ce soir? D'abord, j'ai voulu rappeler un débat qui est un peu... j'allais dire, insubmersible, qui revient régulièrement à toutes les élections présidentielles. C'est un débat un peu interdit. C'est le débat de la recherche de solutions efficaces pour que des personnes qui ont été condamnées, qui n'ont pas la nationalité française, qui ne l'auront jamais, vu leur comportement délictueux, soient renvoyées dans leur pays, une fois qu'ils ont purgé leur peine. Qu'est-ce qu'ils font s'ils ne rentrent pas dans leur pays? Ils sont là. Et ils narguent l'autorité de l'État. C'est 100 000 personnes. Non, pas 100 000, parce qu'il y a 100 000 personnes qui ont une obligation de quitter le territoire français, mais il y a un certain nombre d'individus, certes identifiés par la police de l'air et des frontières, qui font l'objet de demandes de reconduite à la frontière, et ce sont les pays d'origine qui refusent cette coopération. Ils disent, terroristes, surtout pas, on n'en veut pas. Vous le gardez. Donc on va garder comme ça un certain nombre de non-nationaux qui nous posent des problèmes. Donc j'ai voulu dire, écoutez, maintenant il va falloir taper au portefeuille. Mais de qui? Des États d'abord. Ce sont les États qui sont en cause. Car dans la recherche d'un rapport de force diplomatique, il est nécessaire que les États bougent et acceptent la coopération. Ce sont des États qu'on finance. Ce sont des États qui ont une diaspora, en effet, qui participent à, j'allais dire, leur niveau de vie. Ce sont des États avec qui nous avons des relations historiques très importantes. Bon, on est là pour préciser votre pensée. Je reprends. Vous dites 11 milliards de transferts. Vous savez ce que c'est, ces transferts? Ce sont les personnes qui sont sur notre sol, d'origine marocaine, algérienne, malienne, etc., et qui envoient de l'argent au bled, comme on dit parfois, ou en tout cas au pays, pour aider leur famille. C'est ça, ces 11 milliards. C'est d'individu à individu, de famille à famille. Vous avez dit, on tape au portefeuille, on bloque. Vous les bloquez? Vous bloquez des individus? Vous les punissez? Je ne veux pas, je vais vous dire, j'ai ressenti beaucoup d'émoi, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, mes propres amis, dans ma famille, certains pratiquent ce soutien, cette entraide par-delà les frontières. Vous sentez beaucoup d'émoi après avoir dit ce que vous avez dit? Oui, parce qu'ils l'ont pris pour eux. Mais nous aussi, on l'a pris comme ça. Oui, bien sûr. Et donc, je n'ai pas voulu viser les gens, j'ai voulu viser les États. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est les États, pour que ça bouge. Donc, il faut juste vous n'avez pas dit ce que vous avez dit. Ce soir, soyons clairs, vous dites, je n'ai pas exactement voulu dire ça. Je me suis mal exprimé. Je ne sais pas si je me suis mal exprimé, parce que c'était très clair ce que j'ai dit. J'ai voulu viser les États, et il est vrai que moi, je ne souhaite pas toucher ces familles qui travaillent dur, qui envoient de l'argent dans leur famille de l'autre côté de la Méditerranée, ou ailleurs, ou beaucoup plus loin. Et donc pour moi, mon sujet, c'est comment on tape au portefeuille. Alors, on va venir sur le fond, juste sur la forme. Mais vous aviez improvisé cette phrase, elle vous est venue comme ça, parce que quand même, vous l'avez dite.
Voilà, vous vous êtes dit, il faut que j'aille très très fort pour marquer le débat. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai voulu ouvrir le débat sur sur cette question, car il faut sensibiliser nos compatriotes sur le fait que aujourd'hui, c'est un problème. Et qui n'est pas traité. Le président de la République a proposé la restriction des visas. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, les propositions qui sont sur la table, il n'y en a pas. Vous entendez évidemment les cris d'un certain nombre de dirigeants de la gauche qui disent c'est pas possible. Bah, d'accord, mais quelles sont les propositions ? Est-ce que c'est une boulette ce que vous avez fait hier ? Écoutez, je pense que je me suis fait engueuler. Par qui ? Par des gens que j'aime. Des gens que j'aime, parce que moi aussi, j'ai des origines dans l'immigration, comme beaucoup de Français. Hein, et j'ai compris que je m'étais mal exprimé. C'est au sens où je ne me suis pas fait comprendre de la véritable cible. La cible, ce sont les États. Et quand Jean-Luc Mélenchon dit « reconnaissez une erreur », il a raison ? On peut reconnaître une erreur. Vous le faites ce soir. Je pense que, je ne dirais pas une erreur, je dirais que c'est une incompréhension. Et je vais vous dire, on a besoin d'ailleurs de chercher des solutions. L'élection présidentielle, c'est fait oui, mais pas n'importe laquelle. Pour mettre des solutions sur la table et les rechercher et en débattre. C'est pas fait pour mettre la poussière sous le tapis. Vous êtes à 2% sur un sondage IFOP, Le Figaro, LCI. Il y a de ça derrière. Il fallait faire une proposition choc qui mette les feux sur vous. Écoutez, je n'ai pas de stratégie de cette nature. J'ai une sincérité et une passion pour la France. Je suis engagé. Je ne veux pas porter tort à ceux qui bossent dur et qui, parce que c'est le sens de mon engagement. Donc, d'une certaine façon, vous excusez même ce soir si vous les avez heurtés. Je pense que si j'en ai heurté certains, je voudrais le dire, j'en ai heurté certains, peut-être blessés, inquiétés. Mais ce n'est pas pour eux que cette mesure était destinée. Et je veux dire qu'il s'agit maintenant d'ouvrir, et il va falloir qu'on s'habitue à une nouvelle forme de conflictualité et de rapport de force dans les relations internationales. L'époque où tout se passait bien est un peu révolue. D'ailleurs, le monde est devenu un monde de rapport de force. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de structuration de la géopolitique. Je vous présente Steve Jourdain, Public Sénat. Je vous présente Elsa Mondingava. Pour LCP, il faut préciser un peu ce que vous voulez faire alors sur les États. Hein. Déjà, vous reconnaissez une maladresse, mais vous maintenez la mesure évoquée hier. Je vais... elle est passée au débat, elle n'est pas comprise. Et vous la maintenez. Donc vous la retirez ? Je n'ai pas à la retirer ou pas, puisqu'elle est dans le débat. Vous êtes candidat à la présidentielle. Voilà, elle est dans le débat. Et vous la maintenez. Ce que je sais, c'est que elle est inefficace, qu'elle ne passe pas, elle est incomprise. Bon. Donc vous la retirez. Deuxièmement, je pense qu'il faut bien voir ce que j'ai voulu faire. Parler et s'occuper des États, ça veut dire, attention, proposition, Agence française de développement. Nous avons des accords de coopération avec nombreux États subsahariens, du Maghreb, où nous finançons une partie de l'État, de ces États, mais aussi des projets. Est-ce que nous pouvons accepter que quand nous demandons finalement le retour des ressortissants qui ont été condamnés ici, on nous réponde nous on n'en veut pas. Vous retirez votre proposition. Vous avez lancé l'idée, mais vous retirez la proposition. Et qu'est-ce que vous proposez en alternative alors ? Deuxièmement, la question des avoirs des dirigeants, qui est un sujet. Il y a un certain nombre de procédures qui sont ouvertes sur les biens mal acquis. Mais ça, c'est du judiciaire. Oui. La question, c'est les avoirs des dirigeants, qui est un sujet aussi sur lequel, d'ailleurs, ce sont les Américains qui font ça. Les Américains le font. Ils l'ont fait d'ailleurs en Afghanistan, ils l'ont fait. Le roi du Maroc, vous allez voir ses avoirs et vous allez regarder ? Je vais vous dire que la question qui est posée sur les avoirs des dirigeants, c'est un certain nombre de biens qui aujourd'hui pourraient relever d'un certain nombre d'interrogations. Le roi du Maroc a des propriétés en France, je n'en sais rien. Vous dites, si jamais ils n'accueillent pas tant de ressortissants par an, on peut bloquer ? Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'il y a un panel de menaces. Il y a un panel de menaces qu'il faut assumer et qu'il faut le mettre sur la table. De toute façon, il n'y a pas de proposition sur le sujet. Il n'y en a pas. Donc il faut en trouver une.
Et vous allez y travailler et revenir vers nous pour préciser, Elsa. Allez, je vous parle d'économie. Vous dites qu'Emmanuel Macron a un bilan économique désastreux. La France est dans la panade, vous le répétez. Pourtant, les indicateurs sont au vert. Un chômage bas, du jamais vu avant 2008. La croissance repart. La France va mieux. Est-ce que vous ne le voyez pas ou est-ce que vous ne voulez pas le voir ? Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais ce que je sais, c'est que les Français s'appauvrissent, que la balance commerciale a atteint un record négatif absolument démentiel, puisque nous importons tout, moins 85 milliards. On est focalisé sur la dette, mais le plus grave, c'est quand même le fait que ce que nous exportons par rapport à ce que nous importons, on est en déficit majeur. Le chômage baisse, le pouvoir d'achat... Le chômage baisse, pas pour tout le monde, parce que le chômage longue durée, il n'a pas bougé. Le chômage, qui est intéressant... encore 5,5 millions de chômeurs, on est encore à 8. Je rappelle que tous les pays européens, dans la reprise de l'après-Covid, sont quasiment autour de 5, en dessous de 5. 5, c'est presque le plein emploi. On est au plein emploi, c'est entre 4 et 5. Donc en fait, ça va. Par rapport à ce qu'on a connu, ça va mieux, heureusement, parce qu'il y a une reprise économique dans tous les pays européens. Et puis surtout, le vrai sujet, c'est que quand vous regardez tous les autres indicateurs, qui sont pas seulement le chômage, l'appauvrissement des Français, c'est la question des salaires et des revenus. Quand vous ajoutez la question des services publics, police, justice, santé, éducation, c'est quand même des services publics très abîmés, en très mauvais état, avec des crises morales à l'intérieur. Quand vous vous déplacez en France, en TER, comme vous le dites, vous croisez que des gens pessimistes, des gens qui ne voient pas un avenir heureux ? J'ai été frappé de voir dans ces discussions avec les Français, longue parce qu'on a le temps dans le train et on prend le temps. Des gens qui disaient, moi, vous savez, ça va, mais franchement, j'ai un désespoir collectif. Et j'ai entendu cette expression en disant, moi, je suis désespéré de mon pays, qui se casse gentiment la figure et tout le monde nous repeint ça en rose comme si tout allait bien. Donc, en fait, ce que les gens perçoivent, c'est qu'ils ne voient pas quel est le projet de notre pays. Alors justement, et c'est la raison pour laquelle je défends un projet de remontada, de remonter. C'est-à-dire remettre la France au travail, payer mieux le travail, créer plus de travail. C'est fondamental. Il y a 300 000 emplois non pourvus en France, selon la Banque de France. Il y a des chômeurs, il y a des emplois. Comment vous expliquez ça et précisément, quelles sont vos propositions en la matière ? Vous avez beaucoup d'emplois non pourvus parce que les salaires sont insuffisants. Donc, et la pénibilité du travail est importante. Donc vous voulez monter les salaires ? Il faut augmenter les salaires. J'ai proposé bien sûr une augmentation du SMIC qui est importante, de 10% minimum. Ce sera la première mesure, oui. 125 € de plus par mois tout de suite, mais surtout refaire, comment on s'y prend pour augmenter le SMIC ? Par décret, ça s'appelle un décret. Et les patrons sont d'accord pour augmenter le SMIC de 10% ? Vous qui êtes patron. Je suis moi-même dirigeant d'entreprise. J'ai entendu le patron de la fédération de MEDEF, de la fédération hôtellerie-restauration, qui a déclaré je vais augmenter et faire une proposition à ma branche d'augmentation des salaires de 9%. Donc on n'est pas très loin en fait. Puis je vais vous dire, il y a le sujet aussi, l'objection arrive tout de suite. Et les autres salaires, en dessous de 2 000 € bruts, on ne peut pas augmenter le SMIC parce qu'on ne va pas mettre tout le monde au SMIC, n'est-ce pas ? Seulement. Donc on va augmenter le SMIC, mais aussi les autres salaires qui sont les plus bas salaires. Donc là, je propose, c'est même pas une préconisation, c'est même une obligation, je propose ce qu'on n'a pas fait depuis mai 68, en fait. Les Grenelles, il y en a eu, mais le Grenelle des salaires, le dernier, c'était en 1968. C'est à la mode, la conférence salariale. Non, mais les conférences salariales, elles n'ont pas débouché. Là, la loi va devoir pouvoir sanctionner cette négociation interprofessionnelle, branche par branche. On va prendre les 57 métiers en tension, là où il y a des emplois non pourvus. Quand vous allez dans n'importe quelle région de France, vous voyez les petites annonces qui sont quand même légion, avec, et je rencontre tous les jours des entrepreneurs qui me disent « j'arrive pas à embaucher, j'ai 3 postes, j'ai 10 postes, et c'est des CDI ». Le président des groupements d'employeurs agricoles m'a dit j'ai 27 000 CDI pour aller dans les exploitations. Donc vous voulez un Grenelle. Très concrètement, j'ai une mesure très concrète à vous soumettre. Il y a le contrat d'engagement qui a été annoncé par Emmanuel Macron la semaine dernière. 500 € par mois pour au moins 400 000 jeunes qui sont loin de l'emploi en échange d'un accompagnement précisément vers l'emploi ou vers la formation. C'est une bonne ou une mauvaise mesure ? C'est un accompagnement vers la formation pour des décrocheurs. Ce n'est pas une mauvaise mesure.
C'est une réponse qui a le mérite d'exister. Mais est-ce que cela va mener vers l'emploi? Il faudra le voir. Donc laissons cette mesure s'exercer. Ce que je sais, c'est que la question aujourd'hui de la formation n'est pas traitée. Et pour moi, il faut créer des écoles dans les entreprises. Pourquoi? Parce que c'est là que la formation est la plus efficace. Et comment vous créez des écoles dans les entreprises? Par exemple, c'est ce que j'appelle c'est l'internat de médecine. Vous savez pourquoi notre médecine est si brillante et rayonnante à l'extérieur et enviée? C'est parce qu'on a formé les gens sur le terrain pendant des années. Et ils ont appris. C'est une forme d'apprentissage, mais de long cours. C'est pas 400 heures, puis 400 heures. Ça existe déjà beaucoup dans les métiers manuels, notamment. Ça existe, mais il n'y a pas de candidat, parce que ce n'est pas attractif, qu'il n'y a pas de garantie d'emploi à la sortie. Puis surtout, beaucoup se posent la question de savoir quel est le devenir de ces métiers. Donc il n'y a pas suffisamment de mobilisation nationale autour de ces métiers, qui sont des métiers des beaux métiers. Des métiers où il y a des carrières à faire, des bons salaires à gagner et de la promotion sociale. Je rappelle que la cohorte des ingénieurs, c'est d'abord les cours du soir dans notre pays. C'est pas les grandes écoles. Pourquoi? Parce qu'il y a une ascension. Alors, ça existe déjà dans certaines régions, des apprentissages avec des CDI à la clé. Comment vous accompagnez les entreprises à payer mieux leurs salariés? Ça m'intéresse. Par exemple, vous voyez, Valérie Pécresse, elle dit 10% d'augmentation des salaires, je baisse les cotisations sociales. Voilà, j'accompagne, j'aide les entreprises. Est-ce que vous le faites? J'ai une remarque et une proposition. La première remarque, c'est que les salaires en dessous de 1,6 fois le SMIC sont déjà essentiellement déchargés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a 500 € environ de cotisation sociale et les employeurs disent oui, c'est vrai, c'est acceptable l'augmentation de salaire parce que l'essentiel c'est du net. La deuxième, c'est ma proposition, c'est de basculer une grande partie du financement de la protection sociale qui aujourd'hui taxe l'emploi, le travail, les salaires, l'embauche, et de le passer sur ce qu'on appelle finalement le capital travail, c'est-à-dire un des soldes de l'entreprise, qui permettrait de soulager les industries de main-d'œuvre et les entreprises qui embauchent peu ou qui ont peu de main-d'œuvre, mais qui ont de très bons résultats, de cotiser davantage à la protection sociale. Un exemple, pour être clair. Une entreprise de 250 millions qui a 2000 salariés, qui aujourd'hui paye énormément de protection sociale parce qu'elle a 2000 salariés, et donc elle a des marges difficiles, paierait moins, mais une entreprise qui fait 40 millions de chiffre d'affaires, mais avec 20 salariés, en paierait beaucoup plus. Et ce serait finalement une sorte de neutralisation du système de financement de protection sociale. C'est une proposition que vous faites ce soir. Elsa. Arnaud Montebourg, demain, Emmanuel Macron va s'exprimer devant les Français. Qu'attendez-vous de cette adresse aux Français? La dernière fois, c'était le 12 juillet dernier. Écoutez, je n'attends pas grand-chose du président de la République parce qu'on a déjà... En général, d'ailleurs. Pardon? En général, d'ailleurs. Non, oui, en général. Pourquoi? Parce que les discours n'engagent que ceux qui les écoutent d'abord et puis qui les croient ensuite. Monsieur Macron a fait beaucoup de discours dans tous les sens. Et d'ailleurs, je ne pense pas que si on mettait au regard de ces discours ce qu'il a fait... Moi, je me souviens d'un discours, il avait dit on va faire un plan Marshall, la réindustrialisation. Alors, la tête du plan Marshall de M. Macron, c'est quoi? C'est Alstom démonté, vendu aux Américains, Technip vendu aux Américains et déménagé. Il y a France 2030 quand même qu'il annonce. Non, mais attendez, le plan Marshall, c'est au début de son mandat. Lafarge vendu aux Suisses, Alcatel vendu aux Finlandais, Essilor aux Italiens. On parle du sanitaire, demain ce sera surtout du sanitaire. Non mais je ne sais pas de quoi il va parler, vous le savez, mais moi pas. Ce que je sais, c'est que quand M. Macron fait des annonces, on est à peu près sûr que ça n'a aucun rapport avec le résultat. Donc, comment se fait-il qu'on en est au 3e plan d'investissement? Ça fait 5 ans qu'il est au pouvoir, plus 2 ans, ça fait 7 ans. On est déjà au 3e plan d'investissement. Il y a eu 100 milliards, 50 milliards, 30 milliards pour 2030. Alors qu'il m'a remplacé à Bercy il y a 7 ans et il pouvait tout de suite le faire. Alors, on en reviendra tout à l'heure d'ailleurs avec un parlementaire. Un mot quand même sur le sanitaire et le financement pas de la Sécu, mais de l'organisation. Oui, parce qu'en ce moment, le Parlement discute du budget de la Sécu. Le Sénat propose de taxer davantage les mutuelles. Est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, si on taxe les mutuelles, ce qui d'ailleurs est déjà le cas, puisqu'elles participent au financement de la sécurité sociale, les mutuelles vont reporter les montants dans les prix des... Donc vous êtes contre je ne sais pas à quoi sert cette mesure. Est-ce que c'est une mesure pour gagner,
prendre de l'argent, c'est une mesure incitative. Je ne comprends pas cette mesure. Il y a un déficit. Il y a un autre grand chantier en cours qui a été lancé par le gouvernement, l'hypothèse de créer une grande sécu qui absorberait précisément ces mutuelles. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Mais écoutez, je ne sais pas parce que je ne connais pas le projet. Ce que je sais, c'est qu'absorber, je ne sais pas combien, il y a de centaines de milliers de salariés dans les mutuelles, mais si c'est un projet destiné à faire des économies, ça veut dire qu'il va y avoir un plan social massif dans les mutuelles. Un plan de justice sociale aussi. Ben, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que ce projet mérite d'être examiné. Ce n'est pas une mauvaise idée d'amener tous les Français à avoir une meilleure couverture sociale avec un financement universel. Mais comment va-t-on s'y prendre avec les mutuelles? Je n'ai pas de réponse à cette question. Elsa. Une question à Normand de Bourg sur la chasse. Vous chassez, peut-être? Non, je ne chasse pas, non. Alors, pour ou contre, sur le Sénat, il y a une pétition. 75 000 Français sont favorables à ce qu'on interdise la chasse le mercredi et le samedi. Est-ce que vous signez cette proposition? Non, je ne signe pas cette proposition. D'abord parce que je crois que, pour moi, la chasse, c'est un loisir populaire qui était acquis à la Révolution française sur la noblesse. Le droit de chasse était réservé à la noblesse. Elle a été acquise par le peuple. Et aujourd'hui, ceux qui ont les moyens de chasser le font quand ils ne travaillent pas, c'est-à-dire le week-end. Donc il faut trouver les modalités de vie en commun dans les forêts. Je pense qu'on est capable de le faire. Mais les interdictions, elles sont déjà nombreuses. Elles ont d'ailleurs évolué avec le temps. Elles sont pour moi nécessaires quand elles sont liées à la biodiversité. Pourquoi? Parce que nous sommes très attachés, je suis très attaché à protéger évidemment les disparitions d'espèces. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre d'éléments de protection qui sont rappelés par les décisions de justice dernièrement. La chasse traditionnelle, vous y êtes pas opposé? On a des décisions de justice auxquelles il faut se conformer, qui ont été prises. Donc vous êtes contre la chasse traditionnelle? Mais je n'ai pas de position pour ou contre. Il y a des décisions de justice qui ont été prises parce qu'il y avait un problème de biodiversité. C'est peut-être d'ailleurs un problème qui évoluera dans le temps. Il y a du surnuméraire, par exemple, sur certains animaux. Les sangliers, on en est infestés. Les chevreuils, il y en a beaucoup trop. Donc on a besoin qu'il y ait une régulation par la chasse. Donc l'interdiction en soi me paraît être une mesure excessive. Ça doit être pragmatique, département par département en fonction des problèmes de biodiversité. Voilà. Si je veux être raisonnable, je pense qu'on peut le faire comme ça. Et pour conclure, quand Barbara Pompili, dans la foulée de cette demande d'interdiction de chasse, dit on va ouvrir le débat, elle a raison. Vous dites, bien sûr, il faut ouvrir le débat. Il faut en discuter. On n'est jamais contre les débats. Simplement, je trouve que la manière dont on débat dans ce pays me paraît, à coup de pétition, etc., il y a des positions qui doivent s'exprimer, évidemment, mais il faut qu'on arrive à trouver des points de compromis et d'équilibre. Merci beaucoup Elsa et Steve. Une toute petite curiosité, parce que je ne vous ai pas entendu là-dessus, on ne va pas ouvrir un grand chapitre, mais juste, on parlait d'économie. L'impôt sur le revenu, son barème aujourd'hui, est-ce que vous y touchez? Est-ce que vous le laissez intact? Vous estimez qu'en termes de redistribution, il fait le job? Écoutez, je crois que le vrai sujet, pour moi, c'est les exilés fiscaux. Et pour moi, c'est là qu'il faut mettre le paquet pour la réforme fiscale. Pour moi, ma proposition, quand vous avez le passeport français, vous payez vos impôts en France. C'est une révolution fiscale. Pour répondre à ma question, vous ne touchez pas, vous n'ajoutez pas... on va parce qu'on va aller chercher l'impôt sur le revenu à ceux qui sont partis. Donc c'est une application beaucoup plus ferme de la loi existante. Je vous présente d'abord Yves Tréhard du Figaro qui dans quelques instants va vous poser des questions évidemment politiques, mais d'abord un détour par le Figaro Live. Vincent Roux, bonsoir Vincent. Bonsoir Elisabeth Martichoux, bonsoir Arnaud Montebourg. Vous avez beaucoup de questions des lecteurs du Figaro. Quelle est la première ce soir ? Alors, il y a une question qui est posée également aux lecteurs du Figaro, c'est autour de la troisième dose. Beaucoup de lecteurs du Figaro reviennent sur ça. Est-ce qu'il faut ouvrir la troisième dose de vaccin aux moins de 65 ans? Les internautes du Figaro sont favorablement pour. Alors vous, Arnaud Montebourg, qui avez vu comme une humiliation l'absence de vaccin français contre le Covid, c'est ce que vous écrivez dans votre livre, quel est votre avis sur la question ? D'abord, je veux préciser que j'ai eu le Covid et que je suis vacciné et que je conseille à tout le monde de se faire vacciner car c'est une maladie extrêmement destructrice et qu'il est difficile de remonter la pente quand on l'a contractée et ça a été mon cas. Mais tout va bien.
après. Mais néanmoins, c'est un moment difficile. Je trouve que la question des vaccins, aujourd'hui, telle qu'elle est imaginée, risque de nous entraîner trop loin. Nous avons déjà 2 doses pour tous ceux qui sont vaccinés. Est-ce que cette protection est suffisante? Je n'arrive pas à avoir la démonstration qu'elle serait insuffisante. Est-ce que cette protection ne pourrait pas suffire pour passer les éventuelles rémissions de la, réapparitions de la maladie? Je le pense. Je pense que nous pouvons faire face à cela. J'ai aussi une demande vis-à-vis du gouvernement, puisque nous avons raté le vaccin. Quelles sont les propositions et où en est le gouvernement pour sortir les traitements de haut niveau sur lesquels on pourrait protéger une partie de la population? Il y a aujourd'hui dans le monde beaucoup de médecins qui sont des médecins de terrain, des professeurs d'université, qui se posent la question du traitement. Et je trouve que le débat national, qui est obsédé par le vaccin, à juste titre d'ailleurs, ne traite pas suffisamment des solutions alternatives. Alors j'ai vu apparaître ici ou là un certain nombre d'éléments, donc moi je voudrais qu'on ouvre le débat sanitaire. Vous avez votre réponse, Vincent ? Peut-être une petite question. Est-ce que vous êtes favorable au projet de loi de vigilance sanitaire tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale? Non, j'y suis défavorable. Je trouve que la disproportion des mesures pose un problème de liberté publique. C'est le moment d'adapter beaucoup plus précisément les atteintes aux libertés aux menaces existantes. Et je trouve qu'il y a une disproportion entre l'une et l'autre. Dernière question pour conclure, Vincent, juste... Est-ce que vous pouvez dire, vous dites je ne suis pas pour la 3e dose, c'est-à-dire que ce soir vous ne dites pas aux personnes éligibles à la 3e dose, allez faire la 3e dose. Non, je dis, est-ce que c'est politique? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est. Non, mais moi je vous demande si vous diriez allez faire la 3e dose. Non, je dirais à ceux qui, et c'est ce que je dis, le gouvernement qui s'engage sur la voie de la 3e dose, je n'ai pas aujourd'hui les éléments, je peux changer d'opinion, mais je n'ai pas aujourd'hui les éléments qui me permettent de penser que c'est une bonne politique. Merci beaucoup Vincent, à tout à l'heure. Hein. Vous revenez pour une autre question des lecteurs du Figaro. Yves Tréhard, c'est à vous. Alors, Arnaud Montebourg, je vais vous faire un compliment, vous êtes un fin politique, parce que vous êtes rentré dans ce studio avec un préjugé probablement de l'opinion et beaucoup de la classe politique de droite avec votre proposition formulée hier sur comme quoi vous alliez interrompre les transferts de fonds vis-à-vis des pays qui ne respectent pas les règles du jeu en récupérant leurs ressortissants indésirables. Et vous êtes en train de faire un virage à gauche sur un sujet que vous connaissez très bien, celui de la corruption, des biens mal acquis. Vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet comme député, comme avocat. Avec l'association Survie, souvenez-vous, c'était il y a quelques années. Et donc là maintenant, vous êtes refait une virginité de gauche. Écoutez, je n'ai pas... Parce que c'est de la corruption qu'il est question maintenant. Et c'est plus du tout la même proposition qu'hier. C'est une proposition complémentaire, je vais vous dire pourquoi. Et d'ailleurs, elle doit être sur la table. Les investissements que la direction du Trésor, que l'Agence française de développement, que l'Union européenne, que le FMI font ensemble dans ces territoires, alors que ce sont des territoires, des pays amis, et qui ne coopèrent pas sur les questions de sécurité pour nous qui sont centrales, et qui sont pour nous une atteinte à l'autorité de l'État, inadmissible et humiliante. Oui, humiliante. Eh bien, il est évident qu'il va falloir sévir. Donc évidemment, on va dire ah bah alors vous allez retirer des projets de développement dans ces pays. Bah, on va en discuter déjà. Donc pour moi, c'est un panel de menaces qui doit s'exercer parce que aujourd'hui la diplomatie ne fonctionne pas. Nous n'avons pas réussi à exécuter les décisions de reconduite à la frontière, et les pays dont leurs ressortissants ont commis un certain nombre d'actes criminels ou délictueux sur notre territoire ne sont pas acceptés par les pays. Si vous arrivez à l'Élysée, vous allez vous mettre à dos une bonne partie de l'Afrique noire et de l'Afrique du Nord d'ailleurs aussi, et c'est quand même l'Afrique francophone pour beaucoup de pays. Ça va pas être simple, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire, il faut trancher les problèmes. On ne peut pas vivre dans l'hypocrisie. Je l'ai dit sur le débat. Ouais. Moi, on me dit, il n'y a pas de problème, c'est pas grave, faut pas en parler.
Ben si, on en parle. Les débats interdits, c'est ce qui fait qu'on a Zemmour dans tous les postes de télévision. C'est parce que, comme personne n'en parle, il y en a qui s'en emparent. Il vous a félicité, lui, Zemmour, pour cette proposition. On peut même le voir à l'écran, tiens, la petite phrase d'Éric Zemmour, si on peut la voir maintenant. Justement, j'ai une question, parce que Zemmour vous a félicité, mais je cherche la tactique derrière ça. Est-ce que, finalement, Elisabeth l'a dit tout à l'heure, vous êtes à 2%, 2-3% dans les sondages. Vous avez beaucoup de sénateurs socialistes qui vous suivent. Est-ce que finalement, ils n'ont pas dû être très contents, ces sénateurs socialistes, de cette proposition? Quand je pense à Mme Rossignol, quand je pense à d'autres, à M. Morel, qui est à l'Europe, je pense à Mme Lienemann, ils ont dû se détourner un petit peu de vous en disant, mais c'est pas du tout ce... Non, mais ils ont compris que c'était une volonté de taper du poing sur la table, d'ouvrir le débat et de commencer à créer les conditions d'un rapport de force avec les pays d'origine. Pour gagner aussi quelques pourcentages dans les... Non, je ne dirais pas ça, parce que ce n'est pas notre... J'ai envie de vous dire, dans la sincérité des convictions, les choses s'expriment, et y compris les erreurs qu'on peut commettre. Moi, je me suis fait engueuler par des amis et ma propre famille. Oui. On dit quand même, puisque parce que nous on le fait et on en a besoin pour aider la grand-mère. On connaît vos origines. La gauche, vous ne vous en revendiquez plus. Qui êtes-vous? De quoi Arnaud Montebourg est le nom? Alors d'abord, il est inexact de dire que je ne m'en revendique pas. D'abord, c'est jamais dans votre bouche. Je l'ai toujours dit. Je le dis régulièrement. Je suis un homme de gauche. Mais je me tourne vers les problèmes des Français. La gauche a souffert de s'enfermer dans pas seulement ses querelles, mais ses propres sujets. Et qu'est-ce qu'être de gauche, vous demandez, Yves? Ah ben, c'est assez simple, je vais vous dire ce que c'est. Votre gauche, hein. Oui, c'est s'occuper des classes populaires qui ne gagnent pas leur vie en travaillant. C'est s'occuper des gens qui n'ont que leur travail pour vivre. C'est s'occuper de ceux qui ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas assez de travail dans ce pays. Il manque 1 million d'emplois au bas mot pour que nous ayons un gâteau qui finance suffisamment gros, qui finance la protection sociale. D'ailleurs, ma stratégie, quelle est-elle? C'est pas faire des réformes en tapant sur la tête des Français. C'est en élargissant les conditions de la production dans ce pays. C'est pour ça que je dis remettre la France au travail pour pouvoir justement financer et la transition écologique et notre modèle social qui est envié dans le monde. Dans votre livre Remontada, vous dites « Je voudrais être le Aimé Jacquet de la politique ». Aimé Jacquet a eu des succès, puisqu'il a gagné la Coupe du Monde en 1998. Mais Aimé Jacquet, c'était quelqu'un qui était plutôt rude avec ses troupes, mais plutôt sur un ton assez doux, non? Assez bon père de famille. C'est un personnage que j'ai adoré. Ah, il vous fascine? Adoré, non, aimé. Aimé Jacquet. Pourquoi? Parce que il avait de la fermeté et en même temps de l'écoute. Il était capable de dire, bon, bah oui, on s'est trompé, on va faire comme ça. Et surtout, il travaillait en équipe. Moi, je suis anti-Jupiter. C'est-à-dire le mythe du dieu du ciel et de la terre, et qui décide de tout et projette la foudre pour réaliser de faux espoirs. Parce qu'en fait, c'est tout à fait ça. Je préfère, et c'est ça l'esprit de la remontada, c'est la métaphore, l'image sportive, consiste à dire on s'unit entre nous, on n'a pas beaucoup de ressources parce qu'on est quand même... Opération commando. Très, très, très bas et en difficulté. On est dans la panade. Et donc, il va falloir qu'en peu de temps, on rattrape notre retard. D'accord. Et on va se refaire. Et on peut le faire avec des gens... Et c'est ma vision des choses. Quand je parle du Conseil national de la résistance, c'est intéressant parce que c'est une vision stratégique que j'ai de ma candidature. Je considère qu'il nous faut, comme dans les temps anciens de 1945, quand il a fallu reconstruire le pays, il y a eu des alliances avec les socialistes, les communistes, les gaullistes. Tendez la main à Xavier Bertrand. Mais je ne tends pas la main. Je défends une stratégie qui consiste à dire il va falloir que tous ces gens qui pensent qu'ils vont gouverner avec 20%, et ça vaut pour M. Macron, ou 25%... Des gaullistes aux communistes, vous dites. Oui, je dis des gaullistes aux communistes, c'est-à-dire qu'il faut sortir de son clan, de sa certitude. Et il faut être capable, pardon, je termine ma phrase, il faut être capable de construire des compromis pour avancer. C'est ce que font tous les pays européens. Alors, tous les pays européens font ça. Deux questions justement d'alliance. Cette grande alliance, je dirais, pour reconstruire notre pays, elle exclut Zemmour et Le Pen? Elle exclut tous ceux qui piétinent. C'est leur cas. Qui piétinent
notre héritage, notre République, l'affaire, la manière dont Zemmour crache sur la résistance, réhabilite la milice, insulte le général de Gaulle, réhabilite le maréchal Pétain. On a passé des heures devant la Croix de Lorraine les 18 juin. Moi, quand j'étais parlementaire, on amenait les enfants des écoles pour leur dire n'oubliez pas, il y a des gens qui ont risqué leur vie pour défendre notre liberté, notre droit d'être indépendant. Et ça, il y a un gars qui écrit des livres depuis des années et qui crache là-dessus. C'est inadmissible. Donc il s'est mis en dehors de la communauté. À l'opposé, un candidat à l'élection présidentielle qui était à votre place il n'y a pas très longtemps, ici même, qui vous tendait la main, qui disait avec Arnaud Montebourg, je pourrais travailler, on a des sujets communs, notamment la défense du nucléaire ou le développement du nucléaire. Vous voyez à qui je fais référence, c'est Fabien Roussel, qui est le secrétaire national du Parti communiste. Est-ce que cette main, vous la saisissez? Est-ce que vous lui répondez quelque chose de positif? Je crois d'abord, c'est une personne que j'estime beaucoup. Dans la fermeté de ses convictions. Je trouve que les positions qu'il défend sont des positions constructives. Sa vision de l'écologie, nous sommes assez proches. Sa vision du social et de l'économie, finalement, nous sommes assez voisins. Donc nous avons des points de compréhension mutuelle. Et ça, c'est précieux dans la période actuelle. Et donc voilà, cultivons-les. Appelez-le alors. Mais on s'est vu. D'accord. On s'est vu, bien sûr, on se parle. Et moi, j'ai vraiment beaucoup d'estime pour lui. Encore un petit mot sur la politique. Vous avez dit tout à l'heure, vous aviez fait une erreur. Reconnaître une erreur en politique, c'est assez rare que ce soit souligné. Bon. Mais certains disent que cette erreur, elle est liée à la zémorisation des esprits. Vous en êtes aussi victime? Ça a été un dérapage. Écoutez, la proposition qui a été formulée hier, par vous, qui a été formulée hier, est une proposition qui est issue directement des politiques des Américains. Les Américains, ils font ça. Ils gèlent les avoirs. C'est pas Zemmour qui vous inspire. C'est Joe Biden. C'est Joe Biden qui a mis en œuvre ça en Afghanistan. C'est Barack Obama qui a mis ça en œuvre en Iran. C'était les transferts et les avoirs. Sauf qu'on a du mal à passer des transferts des particuliers à la fortune des dirigeants. Non, mais c'est le cas. C'était le cas de ce qu'ont fait les présidents américains. C'est une constante de l'extraterritorialité américaine. Et nous devons nous-mêmes commencer à imaginer ça. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se laisser... Donc vous répondez non. Vous dites, je n'ai pas été zémorisé quelques minutes sur le plateau de J'ai été bidenisé alors, dans ce cas-là. Comme d'ailleurs, sur le plan d'investissement... Oui, je cours après Joe Biden. Comme par ailleurs, sur les hausses de salaire, le président Biden propose une hausse des salaires minimum fédéral américain, je ne sais pas si le Congrès le laissera faire, de $15. 15 euros à peu près, 14 euros. Oui, là, voilà. Merci Yves Tréhard. Merci à vous. Merci. Et vous connaissez la règle de cette émission. On va accueillir 2 parlementaires. Pendant qu'ils entrent, un mot du débat LR. Ce soir, c'est le premier débat de cette primaire fermée. Tout à l'heure sur LCI, sont tous les mêmes? C'est bonnet blanc et blanc bonnet, les 5 candidats qui vont débattre? Je ne sais pas. Je suis assez attentif à leurs propositions et je serais très heureux de les entendre, voir où ils en sont, ce qu'ils ont à déclarer sur l'ensemble des sujets. Bonjour messieurs. L'un d'eux, vous saluer. L'un d'eux peut devenir président de la République? Il en a l'étoffe? Écoutez, nous sommes... c'est un peu tôt pour déjà faire l'élection. Donc, en ce qui me concerne, j'ai... Prétendant comme vous? J'ai quelques idées sur ce que je pourrais faire. Mais pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il pourrait faire. Laurent Saint-Martin, bonsoir. Vous êtes député de La République En Marche du Val-de-Marne. Merci d'être avec nous. Jean-Raymond Hugonet, merci beaucoup. Vous êtes sénateur. Les Républicains de l'Essonne. Vous avez tous les deux choisi. Vous avez votre carte blanche tout à l'heure. Chacun de vous posera une question à Arnaud Montebourg particulière. Mais votre thème commun, c'est la France et l'Europe. Laurent Saint-Martin, vous commencez. Petit préliminaire très bref, et surtout, c'est le débat qui nous intéresse, vous le savez. Bien, merci d'abord de votre invitation. Monsieur Montebourg, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Effectivement, l'Europe, pendant la crise, au lendemain de la crise, a été au cœur des débats et a démontré, je crois, ce qu'elle avait de meilleur. Au lendemain d'une grande période
où l'Europe était très souvent décriée, je crois, par notamment vous et beaucoup d'autres responsables politiques. Puisque c'est le débat qui nous intéresse, ma question elle sera très simple et très directe. Est-ce que vous considérez qu'à travers à la fois toutes les mesures d'urgence, mesures Schur, mesures de la BEI, que l'Europe et la construction européenne a pu mettre en place, notamment en apprenant de la crise précédente, celle de 2008 et ses conséquences que vous avez bien connues au gouvernement, mais aussi et surtout par le plan de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros avec cette nouvelle dette mutualisée, est-ce que vous considérez aujourd'hui que c'est une avancée évidemment en termes de soutien au peuple européen, mais aussi surtout une avancée politique? Merci, monsieur le député, de cette présentation complète. Pour moi, l'Union européenne, dans la période de l'après-crise financière, a été la pourvoyeuse de plans d'austérité qui se sont retournés contre les classes moyennes et les classes populaires, et les gouvernements nationaux ont été les exécutants de cette politique. Pendant la crise du Covid, on a suspendu les traités parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Et parce que c'était raisonnable, et parce qu'on ne pouvait pas les appliquer, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui est, selon vous, une avancée? Je voudrais y revenir et le discuter. Vous avez dit, voilà, il y a une dette commune. Notamment le plan de relance. Oui, mais il y a aussi eu commune. des projets Je vais venir d'urgence. sur le plan de relance. Je le juge totalement défavorable à nos intérêts, même si c'est une bonne idée au plan européen. Vous voyez, soyons nuancés et raisonnables. L'affaire de la dette commune, c'est qu'en fait, il n'y a pas de recette commune. Donc finalement, il y a une dette commune, on lève ensemble de l'argent pour financer le plan de relance, mais selon les États qui vont rembourser. Et d'ailleurs, ça doit venir. Et d'ailleurs, c'est exactement la conditionnalité qu'a fixée la Commission européenne sur les États membres, parce que dans la trajectoire budgétaire qui a été fixée par le gouvernement et envoyée à Bruxelles comme la copie du bon élève, on dit voilà la trajectoire budgétaire de rétablissement des comptes publics, donc on peut déjà l'annoncer, puisque Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, l'a lui-même commenté, je crois, publiquement, en disant, eh bien, c'est 72 milliards de dépenses en diminution, donc on est reparti dans les plans d'austérité. Donc là, pour moi, si vous voulez, le plan de relance, d'abord, ce n'est pas tout à fait un plan de relance, c'est un plan de relance sous contrainte d'austérité future. Et ensuite, deuxième critique, et je termine, c'est que on reçoit 40 milliards, mais on va rembourser 67. Alors là, effectivement, vous ne prenez pas en compte les ressources propres qui seront évidemment nécessaires à l'échelle européenne pour rembourser la dette. L'idée n'est évidemment pas que les pays et les États membres remboursent cette dette, sinon on ne change rien au système. Là-dessus, vous avez raison. Et l'enjeu notamment de la taxe carbone aux frontières, de la taxe sur les transactions financières. Monsieur le député, non, mais il n'y en a pas encore. Vous savez mieux que quiconque qu'on ne crée pas des ressources propres à l'échelle européenne. Il n'y en a pas en quelques mois. Et la présidence française de l'Union européenne va porter ça notamment sur le tapis. Mais il ne faut pas le porter, il faut le faire. Question, Monsieur Montebourg, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que oui ou non, l'Europe a mieux protégé les Européens, dont les Français, pendant la crise, qu'elle ne l'avait fait pendant la crise précédente? Où avez-vous vu l'once, le début d'une austérité pendant cette crise de la part de l'Union européenne et également de la part de ses États membres? La vérité, c'est qu'à la fois par la politique monétaire européenne et par les projets d'investissement commun que sont le plan de relance que nous avons tous mis ensemble, nous avons fait la réponse inverse à la crise précédente. C'est-à-dire que nous avons accepté de nous endetter de façon commune pour mieux protéger et mieux relancer notre économie. Et ça marche. J'y reviendrai tout à l'heure. Ça marche parce qu'on crée de l'emploi. On crée de l'emploi en baissant les impôts. C'est-à-dire l'inverse de ce qui avait été fait. La réponse, et puis Jean-Raymond Hugonet aussi sur ce thème. Je vais vous dire, ce sont pour moi les États membres qui ont fait ça. Bien sûr. D'ailleurs, ce sont les États membres. L'Union européenne, dans cette affaire, pour moi, elle a bougé de quelques millimètres. Je vous le disais à l'instant. Des plans de relance où, finalement, on reçoit 40, on doit rembourser 67. Quel est l'intérêt? Des plans de relance où, finalement, on lève de l'argent ensemble, mais finalement, on n'a pas les recettes en phase. Vous me dites qu'elles vont arriver, je l'espère. Il faut les construire ensemble. Je ne peux que le souhaiter. Donc vous êtes d'accord? Non, mais vous êtes d'accord avec le mécanisme d'endettement commun si on trouve des ressources propres? Mais on l'a demandé pendant tant d'années. Mais la vérité, c'est que c'est pas l'endettement commun qui compte, c'est les recettes communes. Très bien. Et les recettes communes, zéro pour l'instant. Ici, une taxe sur les plastiques, je crois. Mais c'est bien naturel de monter le système de ressources propres après l'endettement commun quand vous êtes face à une crise comme celle-ci. Mais donc, je suis heureux vraiment de vous entendre dire que l'endettement commun du plan de relance était une bonne solution. Non, mais et que vous-même vous l'auriez fait. Mais je pense que c'est une bonne solution. Mais pour l'instant, rien n'est résolu, puisqu'on n'a pas les ressources. Hugonet. Jean-Raymond, pardon. Jean-Vincent, c'est pas mal aussi. Bonsoir Arnaud. Bonjour. Alors, vous êtes de gauche, vous êtes candidat à la présidentielle en 2022. Je suis de droite et modestement, je soutiens un candidat qui n'est autre que Michel Barnier. C'est dit.
Bien sûr. Et ce qui est intéressant, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ce qui rapproche. Et il y a quelque chose d'intéressant. En 2011-2012, vous avez travaillé. Quelqu'un est venu travailler avec vous, quelqu'un que je juge comme étant, dans la nouvelle génération, quelqu'un d'assez exceptionnel, qui s'appelle David Jaïs. Et David Jaïs dit des choses sur le national versus l'Europe et comment les deux sont miscibles. Et je voulais savoir, à l'instar de ce que dit d'ailleurs Michel Barnier sur l'article 88 de la Constitution, comment comment vous inscrivez dans l'article 88 cette prééminence. Soyez un peu pédago pour ceux qui nous écoutent. L'article 88 de notre si belle Constitution, c'est l'article qui traite justement de comment on va dire de la modification de la Constitution. D'accord. Voilà. Donc pour modifier. Donc quelle est la question? La question, elle est simple. Comment, quand l'actualité l'exige, et l'urgence l'exige, comment le droit national redevient supérieur au droit européen? La primauté. Je suis pour une réforme de l'article 88 de la Constitution, dans lequel, à chaque fois que les intérêts vitaux de notre pays sont menacés, le Parlement, dernier ressort, exprimera la souveraineté nationale de dire « Non, on est désolé, mais nous écartons la règle européenne au profit de la règle nationale ». Ce sera raisonnable, homéopathique, mais indispensable. Je prends un exemple. La Commission européenne, en vertu de ses pouvoirs propres, qui pour moi sont des coups de force juridiques permanents. La Commission européenne, c'est le coup d'État permanent contre les États-nations. Elle veut démanteler nos barrages. C'est les nôtres de barrages. Je partage avec vous. Deuxièmement, elle veut démanteler EDF. EDF, on en a besoin pour... Je partage également. Fort. Elle veut mettre aux 35 heures nos... Ah non, la Cour de justice de l'Union européenne veut mettre aux 35 heures nos armées. De quoi se mêle-t-elle? Alors on fait la guerre 35 heures, puis après on s'arrête. Voilà. Quand on a sauvé Air France, monsieur le sénateur, on a mis 7 milliards sur la table, le gouvernement soutenu par monsieur le député. On a mis 7 milliards sur la table. Et la Commission européenne a dit, ah oui, vous pouvez sauver Air France KLM, mais à la condition que vous donniez des créneaux d'atterrissage et de décollage à Orly pour les compagnies low cost anglo-saxonnes concurrentes. Merci. Donc on a le droit de faire voler Air France à nouveau en lui coupant les ailes. Donc ça, c'est inadmissible. Donc je vais vous dire... C'est l'Europe quand vous voulez. C'est à la carte. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas des engagements qui ont été pris. Est-ce que l'Europe aujourd'hui n'est pas à la carte? Bien sûr que oui. Il y a des engagements qui ont été pris quand les parlements ont voté des traités. Je vais vous dire, Madame Martichoux, d'abord, les Français ont voté non, je le rappelle. Donc déjà, les engagements qui ont été pris, moi je ne les ai pas pris, je n'ai pas voté, et j'ai respecté le suffrage universel du référendum de 2005, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas pour ça que je nie l'existence de ces traités. Ces traités sont suspendus aujourd'hui, en plus. Donc la question n'est pas celle-là. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme Europe maintenant, après les leçons du Covid? Et ça va nous intéresser dans le débat. Eh bien, pour moi, l'Europe, elle doit s'occuper de l'extérieur, des menaces, des empires, nous protéger contre les GAFAM, l'abus de pouvoir de marché des Chinois, s'intéresser et régler le problème climatique, y compris sur les émissions de centrales à charbon sur le sol européen, avant d'aller faire la leçon aux Chinois ou aux Américains, Pologne, Allemagne en tête. Ça, c'est le boulot de l'Europe. Mais nous, pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre vie domestique. Alors ça, c'est intéressant parce que nous l'avons en partage, Monsieur Montebourg. Ce que vous exprimez, je l'ai en partage avec vous. C'est très utile. Oui, c'est très utile. Et ce n'est pas l'Europe à la carte, c'est éviter justement que ce bien commun que nous avons, qui est l'Europe absolument indispensable, il soit dilapidé et que le Brexit fasse des petits. C'est surtout ça l'urgence aujourd'hui absolue de l'Europe. Ce n'est pas de nier ce que l'Europe nous apporte. Quel Français pourrait nier la politique agricole commune? Quel Français pourrait nier ça? Donc c'est une autre Europe que celle qu'on nous a fabriquée aujourd'hui et qui est un échec. Voilà. Donc il y a des compromis entre Michel Barnier et Arnaud Montebourg. Non, là, il y a un accord sur ce point, sur la méthode et sur ce qu'on voudrait faire de l'Europe. Je vais vous dire, là, ce que je propose, le fait que la loi nationale soit supérieure à la décision européenne, c'est exactement ce sur quoi nous avons fonctionné jusqu'en 1989. C'est ce qu'on appelait la lex postérieure, c'est-à-dire la loi postérieure du Parlement national prévalait sur la directive européenne. Et je vais vous dire, les Allemands l'ont rappelé.
en matière monétaire. Le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a dit « Moi, ma constitution, elle me dit ça, donc nous n'accepterons pas les décisions européennes. » C'est un débat, de toute façon, qu'on va... Dans une position très contestable, d'ailleurs. Je voudrais... J'ai bien compris, mais c'est pourtant ce qui est en train de se passer. C'est que l'Europe des nations n'est pas morte. On va faire les cartes blanches, elles sont intéressantes. Hein, L'Europe des nations n'est pas morte, on y reviendra. Mais elle doit... les peuples ont besoin de pouvoir respirer. Nous n'allons pas passer sous la toile. Allez, on va parler de la 6e République. Pensez-vous que nous sommes asphyxiés par l'Europe réellement? Bon, je vais donner quelques exemples. On reprendra. Monsieur Hugonnet, la carte blanche. Alors, la carte blanche, on parlait de constitution tout à l'heure, Madame Martineau. Rapidement, d'ailleurs. Très rapidement. En 2001, vous étiez pour justement une révision constitutionnelle et vous militiez pour une réduction, en tout cas... une réduction du pouvoir du président de la République. En 2017, vous êtes favorable au septennat. En 2001, c'était le quinquennat, bien évidemment. En 2017, vous êtes favorable au septennat non renouvelable et à des nominations réduites pour le président de la République. En 2022, pareil. Vous n'avez pas changé? Non. C'est un projet que j'ai écrit avec des juristes. Il y a 20 ans, oui, déjà 15 ans, la constitution de la Nouvelle République. Alors, certains disent 6e, 5e bis. En fait, on s'en fiche des numéros. En fait, c'est un retour à quoi? Au rééquilibrage des pouvoirs. Oui. Nous sommes là dans le pouvoir d'un seul. Où sont les collèges? Les décisions, elles se prennent collégialement dans les entreprises. Si on donnait le pouvoir à un seul de faire tout et n'importe quoi, les entreprises ne marcheraient pas, on le sait. Donc là, le fonctionnement, je n'ose dire autocratique, parce que ce serait désagréable, mais en fait solitaire. Est extrêmement fâcheux et ça pose beaucoup de problèmes. Et ça pose des problèmes quand le président est bon ou quand il n'est pas bon. C'est pas une question de personne, c'est un problème de système. Et donc le deuxième élément, c'est donc le contre-pouvoir, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'intervention des citoyens. Il y a eu dans le mouvement des Gilets jaunes un acquis très intéressant, très important, qu'on voyait apparaître dans les 16 000 cahiers de doléances que j'ai fait l'effort d'aller lire dans certains départements avec mon équipe. Les gens, ils posaient le problème de la fin du mois et des problèmes du droit de vivre, finalement, de son travail. Mais surtout, ils disaient, quand est-ce qu'on va avoir le droit, ils posaient le problème du référendum d'initiative citoyenne. Quand est-ce qu'on va avoir le droit de parfois pouvoir reprendre le contrôle? Je suis pour organiser un référendum de cette nature d'abord parce qu'on n'a pas eu de référendum depuis 17 ans. C'est surtout que les gens ont perdu confiance en les personnels politiques. Parce que la réforme, en tout cas, à chaque fois qu'il y a eu... Prenons la 5e République, dans les 30 premières années, il y a eu 5 révisions. Dans les 30 dernières, 19. C'est de la frénésie et chacune a apporté, hormis celles qui nous sont imposées par l'Europe, les autres ont été des échecs. Le quinquennat en tête et l'inversion du calendrier qui a donné tous les pouvoirs au président de la République. Donc, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la 5e République est la bonne. Il n'y a pas besoin de bis ni de la 6e. En tout cas, il y a besoin pour le personnel politique d'être à la hauteur de ce texte, ce qui redonnera confiance au public français. Et renforcer le Parlement. Laurent Saint-Martin, si on se retrouvera. Dans la 6e République, vous ne vouliez pas supprimer le travail de monsieur le sénateur, là, le Sénat? Vous ne vouliez pas... un égarement de la part. Non. J'ai toujours défendu l'entrée des conseils économiques. Il est consultatif pour vous maintenant? Non, du tout. Il doit l'être? Non, il ne l'est pas. Pas dans mon projet. Le Conseil économique et social, qui représente finalement ce qu'on appelle les corps intermédiaires, les entrepreneurs, la jeunesse, les ONG. Je veux qu'ils deviennent sénateurs. Oui. Mais donc c'est l'entrée au Sénat. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils aient un pouvoir délibératif. Ce sera une chambre législative ou pas? Oui, législative. Qui votera les lois de la même façon qu'elle le fait aujourd'hui. Laurent Saint-Martin, alors, ça va être un exercice de style, c'est un sujet énorme, enjeu majeur, qui vous passionne tous les deux, et on a 3 minutes. Oui, Monsieur Montebourg, je voulais vous parler d'emploi industriel. Et je vous reconnais une vraie qualité, vous êtes constant. Là-dessus, vous voulez réindustrialiser la France, chantre du Made in France, là-dessus, on peut se rejoindre. La vraie différence, je crois, entre vous et la majorité actuelle, c'est que de l'incantation, nous sommes passés aux actes. D'un chômage à 10% qu'il y avait il y a 10 ans, et puis quand vous étiez au gouvernement, il est aujourd'hui à 7,5%. Pourquoi? Selon moi, passage aux actes, c'est tout simplement prendre les mesures qu'enfin il fallait faire pour notre pays. Évidemment, la compétitivité, un environnement fiscal réglementaire favorable à l'investissement et à l'embauche et à l'emploi.
on a baissé l'impôt sur les sociétés, on a enfin supprimé une partie des impôts de production, on a enfin supprimé le CICE, on l'a remplacé par une baisse de charges, on a enfin mis un code du travail plus favorable à cette flexi-sécurité que je crois certains voulaient entre vous. La question, elle est simple. C'est que vous avez dit, je crois, la France est dans la panade. Pouvez-vous encore dire ça quand nous sommes enfin parvenus à mettre un niveau de chômage plus bas qu'il était il y a 15 ans? Pouvez-vous encore dire que la France est dans la panade quand nous avons mis en France un climat d'investissement qui nous permet de créer de l'emploi industriel? La réponse. Nous en avons créé, je terminerai là-dessus, nous en avons créé 500 000 avant la crise, nous en avons créé 250 000 depuis la crise. Personne, aucune majorité, et certainement pas quand vous étiez au gouvernement, ne l'avait fait. Alors, une réponse brève, directe, concise. Moi, je suis stupéfait des éléments de langage les chiffres de l'INSEE. Déclamés avec un sourire de satisfaction de monsieur le député. Chiffres du BIT, monsieur Montebourg. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a moins 85 milliards, on est la lanterne rouge de la balance commerciale. Les Allemands sont à plus 100, on était à 65, on est à 85, ça c'est vous. Est-ce qu'on a créé de l'emploi, monsieur Montebourg? Mais moi, mon sujet est le suivant, c'est qu'en fait, il y a 5,5 millions de chômeurs au bas mot, ABC, et il manque 1 million d'emplois industriels pour pouvoir vivre correctement avec des bons salaires. Des bons salaires. 750 000 emplois créés, monsieur Montebourg. C'est bien, d'accord. C'est pas des éléments de langage, c'est des tous chiffres. Les pays voisins, à l'exception de l'Espagne et de l'Italie, sont quasiment au plein emploi. Oui. Et donc, évidemment, vous êtes en train de dire, regardez, c'est formidable. Moi, ce que je vois, c'est que tous ces pays sont au plein emploi. La Grande-Bretagne du Brexit est en dessous de 5. On ne va pas pouvoir relancer le débat. Je vais terminer un point. Tout le monde nous parle de la dette. Mais moi, je vais vous parler dans cette campagne du déficit commercial qui est une catastrophe. On importe tout. C'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on ne produit plus rien sur le territoire. La balance commerciale était tout aussi catastrophique quand vous étiez, sauf que nous avons créé de l'emploi industriel dans ce pays. 750 000 emplois industriels créés. Il y en a 70 000 vacants. Vous parliez de formation tout à l'heure et vous aviez raison. Il y en a 70 000. Je vais vous dire, quand je traverse la France, je les cherche, vos usines. Le plan Marshall de M. Macron, c'est la destruction de tous nos fleurons, Alstom, Technip, Lafarge. Ça, ce sont vos éléments de langage. La vérité, c'est que l'emploi industriel se crée dans ce pays parce qu'enfin, nous avons fait en sorte que les entreprises peuvent investir, peuvent enfin embaucher dans ce pays, ce que vous n'aviez pas fait. Vous aviez fait fuir les capitaux et vous aviez fait fuir justement les entreprises. La campagne ne fait que commencer. Absolument. Merci Laurent Saint-Martin. On en reparlera, monsieur le député. Merci, oui, il y a de quoi faire. Il y a le syndrome de la ratatouille, Duplan, qui est passionnant à propos de déficit commercial. On ne va pas ouvrir maintenant parce qu'on va rejoindre Vincent Roux au Figaro. Vincent, en une seconde, votre question très précise comme d'habitude. Oui, c'est sur les professeurs, le sort des professeurs, des enseignants. La plupart des internautes du Figaro sont favorables à revaloriser le salaire des profs. Est-ce que, selon vous, Arnaud Montebourg, ça peut permettre de résoudre la crise actuelle, qui est la crise des vocations pour ce métier ? J'approuve l'idée selon laquelle il faut pas seulement faire un rattrapage, mais rémunérer les professeurs qui font un métier très difficile en ayant le souci de la considération de la nation pour eux. Ils doivent être soutenus, ils doivent être encouragés, ils doivent être aidés. Et je veux ajouter que le salaire, le traitement est très important. Donc pour moi, c'est un rattrapage significatif. De combien? Juste, c'était la question de Vincent. Il faut rattraper les 11 années de gel. Donc on est déjà au-dessus de 15%. Donc plus 15%. 15% au minimum. Je vais ajouter que le vrai sujet, c'est d'outiller les professeurs qui le demandent eux-mêmes. Ils ne demandent pas que des salaires, ils demandent de la formation et peut-être un changement de méthode de travail en équipe, par exemple. Voilà, Vincent, merci infiniment d'avoir posé cette question. On a une réponse. Plus 15% d'entrée quand vous devenez président. C'est fondamental. On a 4 services publics qui vont très mal. Police, justice. On ne commence pas une deuxième émission. Police, justice, santé et éducation. Il faut réinvestir. Et chacun des budgets le programme d'Arnaud Montebourg, qui ne comprenait pas d'ailleurs cette fameuse proposition dont on a beaucoup parlé en début d'émission, vous avez clarifié. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Audition publique. Merci monsieur le député, merci monsieur le sénateur, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, 19h30. Bonne soirée. Bonne soirée.
On se retrouve tous les mercredis à 14h pour les questions d'actualité au gouvernement. C'est le temps fort de la semaine au Sénat. Avec notre équipe de journalistes et nos invités en plateau, nous débattrons des sujets qui font l'actualité du moment. À 15h, vous suivrez en